Bonsoir et à toutes et à tous. Bon, quelques mots simplement d'introduction pour lancer la soirée. Simplement pour rappeler que le groupe Aesio est un groupe qui est relativement jeune puisque nous avons 3 ans. C'est un groupe qui est formé de 3 mutuelles santé, la mutuelle Adrea, la mutuelle Apreva et la mutuelle EOVI MCD. Au-delà de notre activité, puisque nous avons 2 activités principales, nous assureurs complémentaires santé, mais également des gestionnaires de réseaux sanitaires et sociaux, nous avons également décidé d'avoir des démarches autour de grands enjeux et d'organiser pour cela un certain nombre de réunions. Nous sommes aujourd'hui donc dans notre 2e réunion à Saint-Étienne. L'intérêt de ces réunions, c'est de mettre, je dirais, en discussion des acteurs, des experts qui sont là pour nous apporter justement leurs expériences sur des solutions et pouvoir faire des échanges. C'est le but de la soirée. Donc aujourd'hui, nous sommes à Saint-Étienne. Alors je fais attention, parce que des représentants d'Aesio, si je dis que c'est le berceau, je dirais l'un des berceaux du groupe Aesio, pour que personne ne se sente lésé. Donc nous allons travailler sur, vous allez surtout travailler, puisque malheureusement je ne pourrai pas rester jusqu'à la fin, sur les emplois du futur. Alors, je fais un petit clin d'œil. On dit que nous sommes entrés dans la 4e révolution industrielle. Vous êtes ici sur un site qui était l'ex-site Manufrance, qui était la 2e ou 3e, je ne sais pas trop, révolution industrielle, puisqu'on a bien connu dans la région toute la révolution industrielle, et que nous sommes aujourd'hui, donc avec le numérique. Et aujourd'hui, notre réflexion, nous allons donc changer de façon de vivre. Nous allons changer beaucoup de choses. On nous le dit tous les jours si vous écoutez toutes les chaînes d'information. Et aujourd'hui, c'est sûr que beaucoup d'emplois d'hier ne seront pas les emplois de demain. Mais je pense qu'il vaut mieux regarder devant que regarder dans le rétroviseur et que nous essayons de réfléchir à toutes les opportunités que peut nous apporter cette mutation. Donc voilà en gros quel est le cadre de la discussion de ce soir. Je remercie tous ceux qui ont bien voulu s'investir pour nous aider à monter cet après-midi. Je donnerai tout de suite la parole à Olivier Bachelard qui animera cette soirée, mais je remercierai aussi spécialement tous ceux qui se sont investis pour la préparer. Donc que ce soit les équipes d'Aesio et d'EOVI et d'UP Campus qui ont travaillé, mais également, alors je les cite pour éviter d'oublier quelqu'un, Ronald Pia, Loire Active, la métropole de Saint-Étienne, Journal de la Tribune et l'EM Lyon qui nous accueillent dans ce bel amphithéâtre. Alors moi, je vous souhaite une soirée très fructueuse et je vous laisse tout de suite entre les mains des intervenants. Bonne soirée. Merci de votre visite. Merci. Un petit mot. Oh si, quand même, un petit mot. Bonsoir à tous. Mathilde, moi, je travaille pour Up Campus. On est co-organisateur de cet événement. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une association du groupe SOS. Groupe SOS qui est un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire et qui vise à lutter contre les exclusions sociales. Nous, notre but, c'est de décrypter les grands enjeux de société, qu'ils soient technologiques, environnementaux ou sociétaux, principalement par des événements, des conférences comme celle de ce soir, qui sont gratuites, ouvertes à tous, essentiellement à Paris, mais aussi dans d'autres territoires comme ce soir. Donc, on est très content d'être ici. Et voilà. Et donc, les objectifs de nos événements, c'est vraiment de pouvoir se rassembler, échanger autour de nouvelles solutions pour résoudre ces problèmes. Donc, voilà. Merci à tous d'être là ce soir et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Mathilde. Bon, donc je propose que nous démarrions. Hein. En tout cas, encore une fois, un grand merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour échanger. Donc, comment ça va se passer? On va avoir 2 temps, un temps de présentation sur lequel on va essayer de dégrossir le sujet, puis un temps de questions. Donc, le temps sera assez équilibré. Vous aurez la moitié du temps pour vous, pour les questions que vous voulez poser. Donc, je vous demanderai de les noter. Pour dresser un peu le paysage sur cette transformation des métiers et des compétences qui iront avec, évidemment, juste un chiffre. Alors, je sais bien qu'il faut se méfier un peu des études, puis c'est un prof qui vous dit ça. Hein. Mais quand même, l'Institut pour le futur, le rapport de Dell, nous dit que 85% des emplois de 2030, c'est jamais que dans 10 ans, hein, n'existent pas à ce jour.
Donc on ne parle même pas des emplois qui se transforment, des emplois qui vont disparaître, mais il n'empêche que c'est quand même un chiffre très significatif. Alors est-ce qu'on sera sur des pourcentages aussi précis? Il n'empêche, on est sur les 80-20. Donc on va essayer de cerner ça. On est confronté à des défis importants. Vieillissement de la population, question des retraites, de l'âge des retraites, des financements de retraite, des emplois des seniors. On est confronté à la prise de conscience environnementale, évidemment, avec des tensions autour de ces questions-là. Donc ça veut dire que nos modes de vie aussi doivent changer. On est confronté aux vagues migratoires, aux défis du numérique, et au-delà du numérique, de l'intelligence artificielle. On avait un échange vendredi soir là, avec l'entreprise Amadeus sur les services qu'ils offrent en matière d'intelligence artificielle. On voit des choses quand même qui sont bluffantes d'efficacité. Mais bien évidemment, ça modifie complètement le rapport entre les connaissances que nous avons, qui sont largement disponibles sur les réseaux, et puis les prises de décision et l'action. Donc ça transforme beaucoup de métiers. Bon, pour répondre à ces nouveaux besoins, il est clair que les compétences techniques vont plus être suffisantes. Donc à partir de là, eh bien, il va falloir maîtriser de nombreux acquis. On parle des soft skills. Dans cette école, on met beaucoup l'accent sur ce sujet-là. Vous savez que le Helmion est venu ici en 2014, on a ouvert. Et d'ores et déjà, sur ce campus, il y a 76 étudiants, pour être précis, mais largement plus de 1000. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert à Casablanca, à Shanghai, à Bhubaneswar en Inde, à Paris. Bon, c'est une chouette petite ville, un peu là-haut dans le nord. Et les étudiants peuvent rentrer par n'importe quel campus et tourner entre ces campus. Pourquoi? Parce que la dimension internationale est importante. Au-delà de la maîtrise des langues, maîtriser les cultures, passer 6 mois à Shanghai, se rendre compte du gigantisme de cette ville, des modes de vie très différents, puis aller en Inde, puis en Afrique. C'est bien le monde qu'on prépare. Et le digital est aussi une dimension très importante. Aujourd'hui, pour être très concret, la chaîne de valeur de notre école a changé. Auparavant, on avait des enseignants qui dispensaient des connaissances à des étudiants, qui les ressortaient, et puis ils partaient avec un beau diplôme. Aujourd'hui, la chaîne de valeur s'est transformée autour des compétences, de l'accompagnement de ces compétences et de ces talents, et de l'employabilité des gens. Ça fait une différence assez fondamentale. Donc, tout ça se transforme, et on va essayer de vous plonger dans cet univers-là à travers nos échanges. Je vais peut-être commencer par présenter les différents intervenants. Je vais commencer par vous, si vous en êtes d'accord. Donc, Marie-Françoise Leflon, vous avez effectué une grande partie de votre carrière dans le secteur bancaire, sur des fonctions commerciales, managériales. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, je suis capable de dire des bêtises. Et dans la formation, en parallèle, vous avez exercé des mandats syndicaux. Vous avez notamment été, en 2013 et 2016, secrétaire général de la CFE-CGC. En 2015-2017, vous avez été la présidente de l'APEC, et à ce titre-là, vous aurez des choses passionnantes à nous raconter, l'Association pour l'emploi des cadres. Et l'APEC accompagne évidemment et conseille les cadres, les jeunes diplômés, je le dis pour les étudiants qui sont dans la salle, avec notamment un site qui est très pratique pour faire du sourcing d'entreprise, des simulations d'entretien. Il y a de très beaux outils. Et c'est également un observatoire fabuleux pour le marché de l'emploi, avec une production régulière d'analyses, de repères sur ce marché, les évolutions, les grandes tendances. Voilà. Donc, je me permettrai de vous poser des questions au démarrage, comme aux autres intervenants. Rémi Bouvier, directeur général EOVI MCD Santé Service. Directeur général de la Mutualité française de la Loire et de la Haute-Loire. Ligérien, altiligérien, important les altiligériens, qui est le premier réseau de santé privé de la Loire. Depuis 2019, vous êtes également vice-président de la Fondation de l'Avenir, qui encourage et soutient la recherche médicale appliquée, notamment. Et la Fondation a financé plus de 1000 projets de recherche
ces 30 dernières années, donc un vrai acteur de terrain. Et enfin, Gauthier Veltri, qui il y a quelques années, pas trop, était étudiant ici dans le bachelor, et puis maintenant qui évolue dans un secteur plein de promesses, suit des drones. Donc vous êtes président de Prodigo, c'est une société qui réalise des prises de vue par drone de la topographie, hein, mais vous nous en direz peut-être un peu plus, hein, pour des clients notamment dans le secteur du BTP, hein, je pense au complexe Steel, enfin plein d'autres dans ce domaine-là, du paysagisme, de l'architecture. Vous avez fondé cette entreprise en 2015, à l'issue de vos études en management business, et puis vous proposez aussi des programmes de formation, de pilotage de drones pour les professionnels, mais là aussi, peut-être que vous pourrez nous en dire plus. Donc le déroulé, comme je vous l'ai indiqué, dans un premier temps, on essaye de décrypter le sujet à travers des échanges entre nous, et puis après, je me tournerai vers vous. Donc si vous avez des questions, notez-les, vous pourrez bien entendu les poser. Pas de questions taboues, je sais que c'est la première la plus difficile à poser, hein, mais normalement, ça va aller. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi poser des questions via le hashtag UpConf et rencontre à Ezio. Je dis pas trop d'âneries, tout va bien, ça va. Donc mon rôle, c'est juste de m'assurer qu'on parvient à être le plus concret, le plus pédagogique possible. Donc vous avez le droit de me faire les gros yeux si on jargonne ou si jamais le discours devient un peu trop techno. On va essayer de respecter le timing imparti, donc pour terminer à l'heure. Voilà. Pour les questions, je vous demanderai de poser des questions si possible courtes, ciblées à nos intervenants, et je leur demanderai de répondre de la même manière, de façon courte et ciblée, de manière à ce qu'on puisse avoir le plus d'échanges possible. Tout va bien? On démarre? On y va. Donc le temps conférence se passera en 3 petits temps d'une dizaine de minutes. Et on va commencer par le constat des mutations en cours dans l'emploi. Pour commencer, quelques chiffres. Je sais bien qu'il ne faut pas donner trop de chiffres, mais 47% des emplois pourraient être automatisés dans 20 ans. 85% des métiers des 10 dernières années n'existent pas encore à ce jour. Alors question, est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres? On va peut-être commencer par vous avec votre regard de l'APEC pour nous éclairer. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de ne pas vous asséner de chiffres et surtout de me faire la voix opposée au nombre de littératures foisonnantes de rapports en tout genre qui sortent sur le sujet, qui créent des psychodrames et qui disent maintenant qu'il y a des robots dans les maisons au Japon, maintenant qu'il y a des drones qui se promènent là-bas et que le festival de Nice fabrique maintenant ces grands personnages avec, en 3D et qu'ils arrivent à fabriquer ça en 5 jours au lieu de 15, et il n'y aura plus d'emploi. Il y a beaucoup de littérature. Il y avait un rapport important en 2017 sur lequel j'ai travaillé beaucoup au sein du Conseil d'orientation sur l'emploi, qui a plus travaillé sur les conditions de travail que sur la suppression des emplois, parce qu'effectivement, il y a des chiffres, mais l'avantage des seniors, je vais vous rappeler que Internet, ça s'est créé à peine 20 ans, en 90, et qu'au fond, on a avancé en marchant et qu'on va continuer d'avancer en marchant. Ce qui change, c'est certainement l'accélération, la puissance des ordinateurs aussi, et puis peut-être l'ampleur. C'est essentiellement ça qui fait peur. Les chiffres, je serais un peu plus nuancée parce que pour l'APEC, en tout cas, on sait très bien qu'il y a d'ici 2020 une attente de 250 000 postes. Alors, je pourrais vous les donner plus en détail parce qu'il y a des choses spectaculaires dans l'intelligence artificielle où effectivement les offres d'emploi doublent en un an. Mais en tout cas, on sait que en gros, ça va créer 250 000 emplois par an, les nouvelles technologies, d'ici 2020. Et ça,
je dirais en période non-croissance, hein, parce que ce qui compte pour les créations d'emplois, c'est les investissements dans les entreprises et non pas la croissance, parce que la croissance est plutôt atone. Mais je me suis dit que je risquais de vous ennuyer avec ça, donc j'ai cherché ce qu'on peut décupler à l'envie. Je vous ai pris l'exemple d'un métier qui avait changé, avec le jargon, mais ça, le jargon, vous le connaissez, la cobotique, la robotique, tout ça, vous les connaissez. J'ai pris juste un seul métier, mais l'APEC pourrait toujours vous les fournir sur toutes les branches, à commencer par la santé d'ailleurs. Bon. J'ai pris celui de webmaster, parce qu'en 1990, le mot webmaster, ça faisait quand même rêver. On connaissait que l'intranet et l'Internet. Pour certains, vous n'avez pas connu, vous êtes déjà plus loin, mais pour d'autres, ils ont connu. Puis de 2006 à 2010, on a vu que ces métiers-là, déjà, alors on recrutait des rédacteurs online, sur les contenus, des référenceurs avec des mots-clés, et puis des développeurs de sites. Puis on avançait en 2010, et puis là, on a commencé à connaître les mots community manager, hein, des animations de communauté. Puis on est allé plus loin, le rédacteur de contenu, il est devenu un content manager. Puis si on va un peu plus loin, au fil des années, on a plus des référenceurs, mais des développeurs, des architectes web, des chefs de projet techniques, des chefs de projet fonctionnels. Et puis je peux vous donner des exemples comme ça dans le commercial, dans le marketing, dans les métiers émergents. C'est pour vous montrer qu'on peut avancer en marchant et que toutes les politiques publiques et les politiques de l'emploi, si elles sont bonnes, elles peuvent accompagner ça, les anticiper et les accompagner. Alors, en fait, vous voyez la transformation numérique, pour en tout cas les chercheurs de l'APEC, mais je pense que tous les gens qui réfléchissent sur l'emploi, en fait, ça crée des nouvelles opportunités d'un côté et des nouvelles exigences pour les RH comme pour les salariés qui rentrent dans les entreprises. Je ne sais pas si mon micro... Oui, il faut juste parler voilà. proche. Alors, en fait, c'est sur ça qu'il faut réfléchir, sur l'impact que ça peut avoir. Parce qu'il y a, à l'heure actuelle, dans les études statistiques, quand on fait des enquêtes auprès des cadres, j'ai une vision plus cadre, mais parce que c'est eux qui sont les plus impactés, ou en tout cas qui peuvent réagir. Il y a 7 cas sur 10 qui savent très bien que leur métier va changer. On ne tombe pas des nues et il faut regarder le monde comme ça. En revanche, c'est vrai qu'il y a, en plus des nouveaux métiers, ça crée une large mutation des compétences et c'est ça. Quelles sont les compétences attendues? Comment on les met? Et du coup, cette intégration massive d'outils numériques, ça impacte en plus toutes les étapes de la chaîne industrielle. C'est-à-dire que ces changements-là, vous les retrouvez à la conception, dans la fabrication, dans la logistique, dans la maintenance, dans la vente. Il y a des profs, mais il y a des concepteurs de mots quand même. Hein. Ça, c'est quand même un peu nouveau. Voilà. Et puis, par exemple, l'impression 3D, ce que vous appelez les fabrications additives, eh ben, ça touche l'Internet des objets, le big data, la réalité virtuelle augmentée, l'intelligence artificielle. C'est sur ces grands axes, c'est comme ça qu'il me semble qu'il faut appréhender le numérique. Puis ça a des impacts dans ces enjeux sur la modification de l'organisation du travail. C'est-à-dire ça change le mode projet, ça crée des polyvalences différentes, des polycompétences, de l'autonomie, et c'est ça sur lesquels les entreprises ou le marché du travail ou les chercheurs que vous êtes peuvent réfléchir. Alors c'est des opportunités tout ça. Bien entendu, il y a des exigences. Pour les RH, les critères d'employabilité, ils vont se concentrer sur l'expertise. Ça, je vous donnerai, si on a le temps, le portrait robot idéal du nouveau manager. Mais ça, je l'ai fabriqué. Il y a aussi les notions de notoriété qui n'existaient pas avant dans les recrutements. Il y a la qualité d'un réseau, il y a l'expérience d'encadrement, l'adaptabilité, l'autonomie, la R&D, l'innovation. Tout ça, c'est ce que les entreprises vont demander pour accompagner les besoins des compétences. Et puis les cadres qui vont être recrutés ou les jeunes diplômés, eux, ils vont dire, parce qu'ils ne savaient pas le dire avant, qu'ils ont des attentes. Des attentes, ils vont chercher des métiers attractifs, des régions attractives, ils vont chercher
c'est assez nouveau, on s'en aperçoit dans les enquêtes, une performance économique, mais une performance salariale et sociale en même temps. Et du coup, il va falloir travailler sur ce qu'est une attractivité d'un métier, mais une fidélisation et une reconnaissance. Parce qu'il va y avoir une guerre des talents. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on attende. Alors, je dirais que moi, avec mon parcours, et notamment de syndicaliste, ça me convient parce que ça va obliger à travailler sur l'employabilité par rapport à une sécurisation de parcours professionnel. Mais ça va être votre cycle, le 3. Voilà. Je voudrais faire aussi une toute petite remarque avant de vous rendre la parole, parce que sinon on ne m'arrête plus. Le numérique, ça transforme les rapports au temps et à l'espace, parce que ça crée en même temps, il ne faut pas l'oublier, des nouvelles façons de travailler. Il y a les modes projet, il y a les plateformes collaboratives, il y a le télétravail. Il y a aussi, et je le dis pour le groupe SOS, on s'aperçoit à l'APEC sur les recrutements ou sur les CVTech, un intérêt, sans doute à cause de leurs valeurs, sur l'économie sociale et solidaire. Et ça, je pense que c'est assez intéressant. Voilà, j'ai essayé de vous balancer, de vous balayer un petit peu le paysage, comment il faut l'aborder. Après, les compétences, je peux vous les décliner plus techniquement, mais voilà un petit peu le paysage tel que j'ai voulu vous le dresser. Merci beaucoup pour ce premier éclairage. Si vous le souhaitez, à l'issue de la conférence, si vous voulez voir ce que ça veut dire que modifier les espaces et le temps, je vous invite à vous promener dans l'école. Exemple concret pour illustrer ce que vous dites. On avait une bibliothèque avec ses rangées de livres. Elle a disparu et c'est un espace de coworking complètement ouvert, connecté sur le monde avec à peu près toutes les bases de données accessibles. Il y a des endroits dans lesquels on peut travailler, y compris sur un Fatboy. Voilà, donc allez voir ce que ça veut dire. Du coup, c'est vrai que les espaces sont modifiés avec des lieux plutôt sur les usages, hein, des box de travail en coworking, des espaces silencieux. Et le temps est modifié, vous avez complètement raison. Historiquement, quand on voulait travailler, il fallait que toutes les personnes soient dans un même lieu en même temps. Aujourd'hui, évidemment, on n'a pas besoin d'être en même temps dans un même lieu. Je peux très bien filmer un morceau de cours, le mettre à disposition sur une plateforme, que les étudiants aillent le travailler, tester leurs connaissances à travers un quiz en ligne, déposer leurs travaux sur des Dropbox, je peux les corriger de chez moi, ils peuvent interagir, co-construire un document sur des plateformes de coworking. Tout ça est en train de se modifier et je vous invite à le visiter si vous voulez voir ce que ça donne. Et du coup, vous verrez que les jeunes générations, ce n'est pas lié à leur âge de naissance, je ne crois pas tellement à l'approche générationnelle, mais plus au fait qu'on les baigne dans un contexte qui est significativement différent. Et guerre des talents, petite anecdote, un soir, on faisait une visite comme ça après une conférence, et puis j'étais avec 3 chefs d'entreprise, puis ils voient des étudiants qui travaillaient, c'était tard, hein, ça devait être 22h, puis ils leur disent, bon, c'est bien, vous bossez, vous êtes engagés, c'est très bien. Mais quand vous viendrez chez nous, ce ne sera pas les mêmes conditions. Et il y a un étudiant tout sourire qui lui dit, mais c'est pas grave, juste on ne viendra pas chez vous. Et voilà, prise de conscience à travers un échange très sain, très serein, mais voilà, nous on a des attentes, c'est exactement ce que vous dites. Rémi Bouvier, donc par rapport à ça, qu'est-ce que vous constatez vous comme mutation actuellement dans votre secteur, dans l'univers des mutuelles, les nouveaux métiers qui apparaissent, qui n'existaient pas ou qui se transforment, ou un regard un peu plus macro que ma question un peu peut-être limitante? Sur les mutuelles, je vais aussi parler essentiellement du secteur de la santé où je suis le plus expert. Peut-être plus macro, parce que je vois parfaitement ce que vous dites et j'adhère parfaitement à ce que vous dites. En même temps, je pense qu'on va faire un tout petit retour en arrière avec un tout petit peu d'anthropologie, parce que je crois qu'à un moment donné, c'est notre nature humaine qui est... Il faut toujours ramener à la nature humaine. Vous parliez tout à l'heure des conditions de travail. Je pense qu'on en parle beaucoup aussi parce que toutes ces innovations, toute cette mutation nous amène à transformer considérablement notre vie. Et parfois, on s'aperçoit que ces innovations ne sont pas forcément un signe de progrès pour l'homme, sont parfois très impactantes sur le mode de vie, la perte de sommeil, être connecté en permanence, etc. Donc, je crois qu'il faut de temps en temps reprendre un peu le prisme de notre évolution. Se rappeler en anthropologie que l'homme, il a subi des milliers d'années d'évolution et que depuis des milliers d'années, c'est d'abord un chasseur-cueilleur.
Ça veut dire quoi un chasseur-cueilleur? Ça veut dire qu'on se réveille le matin avec juste un objectif, se remplir le ventre et s'abriter des dangers. Et c'est vraiment le point d'orgue. Et que pour faire ça, il va falloir avoir des fonctions cognitives, mais également des fonctions physiques. Voilà. Principalement physiques, parce que si on n'est pas bon physiquement, on se fait rattraper par les bestioles, on se fait manger, on ne tue pas les bêtes, on meurt de faim. Voilà, c'est rappeler juste que notre identité, et même s'il y a eu 2000 ans après, on est programmé pour être ça en tout d'abord. Puis après, il y a eu tout ce qui était de l'agriculture et de l'élevage, on le sait, mais ça, c'est quoi? C'est 4000 ans, hein. C'est vraiment hier. Puis les premières révolutions après industrielles, et se rappeler que ces premières révolutions industrielles, elles ont été catastrophiques pour l'environnement. On a rasé des forêts pour les machines à vapeur, on a délocalisé complètement tout le secteur rural pour ramener les gens sur les villes, on a créé des ghettos, on a créé de la misère, on a créé aussi de la famine, etc. C'est aussi ça les révolutions. Et après, nous, on a connu la révolution informatique, et vous parliez tout à l'heure des métiers. Pour les plus anciens qui sont dans la salle, se rappeler les premiers ordinateurs qui sont arrivés dans nos entreprises, les premiers, on a connu les premiers ordinateurs dans l'entreprise, on avait le gros IBM dans une salle et c'était le miracle, les premiers informaticiens qu'on a embauchés, et les premiers informaticiens qu'on a embauchés dans nos entreprises, il n'y avait même pas de convention collective, hein. On les mettait, je me souviens, sur manipulateur radio ou laborantin, les premiers. Ça n'existait pas, le métier d'informaticien n'existait pas. Alors qu'aujourd'hui, on a des informaticiens, on a des programmateurs, on a du réseau, on a tout ce qui concerne la sécurité. Voilà, c'est un grand panel de réseaux. Voilà. Et aujourd'hui, on a le numérique qui arrive, avec des nouveaux métiers, comme pour les informaticiens, d'ailleurs, dont on ne connaît pas très bien le contenu, qui sont à cheval sur la mathématique, à cheval sur l'informatique, sur l'ingénierie, sur le médical. On a connu les infirmières, qui étaient essentiellement dans la relation humaine, dans le soin certes, mais surtout dans la relation humaine. Et d'ailleurs, elles se plaignent aujourd'hui d'être dépossédées de cette relation humaine, parce qu'on a des infirmières qui sont dans la technique. J'ai connu aussi les médecins qui faisaient les diagnostics au stéthoscope, hein, des cardiologues qui dépistaient des souffles au cœur et tout, uniquement à l'oreille, parce qu'ils avaient été éduqués comme ça. Aujourd'hui, vous n'avez plus un seul cardiologue qui fait un dépistage d'une pathologie cardiaque au stéto, hein. On a tous des échographes, on a tous des Doppler, on monte des sondes, et en fait, ce sont venus également des personnes qui travaillent avec les ingénieurs. Donc on voit tout ce glissement des métiers. Et la question que je posais par rapport aux chasseurs-cueilleurs, c'est se poser la question, est-ce qu'à un moment donné, l'homme ne franchit pas une ligne? Ne franchit pas une ligne de son évolution sur laquelle son adaptabilité est au bout. C'est-à-dire, pour s'adapter, il faut du temps. Et aujourd'hui, entre le chasseur-cueilleur qui s'est transformé en éleveur agricole, qui s'est révolution industrielle, révolution informatique, révolution numérique, est-ce que finalement, on n'est pas en train de toucher du bout du doigt le bout de notre évolution? Et on le voit, on a mis le robot Paro dans nos EHPAD, hein, qui est un petit phoque. On a vu quand même certains personnels se sentir en danger par rapport à cette robotique. Et on voit bien, et vous avez raison, les cadres sont conscients de cette évolution, vont vraisemblablement s'adapter parce qu'ils auront à la fois le bagage intellectuel. Les écoles font beaucoup de transversalité, vont donner la capacité à ces gens, même s'ils sont ingénieurs, d'aller travailler avec des médecins, s'ils sont médecins, d'aller travailler avec des ingénieurs, etc. Toute cette perméabilité, on va la voir. Par contre, les personnes qui sont sur les degrés d'instruction les moindres, vous pouviez avant être docker, être gestionnaire de stock, et on a vu gestionnaire de stock encore chez Ikea, avec la palette et tout. Vous allez aujourd'hui chez Amazon, c'est des robots qui font la gestion de stock. Et qui est-ce qui a en bleu de travail? Ce sont des informaticiens qui sont là pour les bugs, ce sont des mécaniciens qui réparent la robotique, mais il n'y a plus de gestionnaire de stock, il n'y a plus de gens pour tirer les palettes, voilà. Il n'y a plus d'effort physique, il n'y a que de l'effort intellectuel. Voilà. Donc est-ce qu'on n'arrive pas au bout de notre évolution là-dessus? Et on n'est pas programmé pour ça, et quels dommages collatéraux ça va nous faire? Ça n'empêche pas de raisonner sur l'évolution des métiers. Mais je suis d'accord avec vous, pour l'instant, c'est les cadres. Les autres personnes, on n'a pas trouvé le remède. Et c'est intéressant parce que l'approche anthropologique, parce qu'effectivement, si on poursuit dans l'approche, le corps humain s'est adapté pour récupérer de fatigue physique. Ça, c'est relativement bien fait, on peut le travailler, il n'y a pas de souci. On apprend même aux navigateurs à récupérer sur des temps courts. Mais la fatigue psychique
et on rejoint non pas le nombre d'emplois, mais les conditions de ces emplois, les conditions de travail, sont significativement modifiées, avec une pression sur le temps. On parlait du temps qui était modifié, l'immédiateté. On a un mail, si on n'a pas une réponse, au bout de quelques minutes, on a un deuxième mail de relance sur des problèmes qui sont complexes et nécessitent du temps. Donc cette question-là est importante et je pense qu'on y reviendra et j'imagine que vous aurez des questions. Et santé, faisons référence à la vieille définition de l'OMS. Hein. La santé, ce n'est pas une absence de maladie, c'est un état complet de bien-être physique, ok, mental. Et là, on rejoint la question de ces nouvelles formes d'organisation. Hein. Le lean, le mode projet, le multimatriciel, tout ça crée de la performance, mais aussi beaucoup de pression et comment on récupère. Et puis, état complet, on a dit bien-être physique, mental et social. Et quand on a fabriqué le CDI, en pleine période d'après-guerre, en pleine croissance, aujourd'hui, qui peut dire quel est son plan de charge à quelques années à l'avance? Pas grand monde, hein. Que deviendront les personnes? Comment elles vont évoluer? Tout ça est interrogé par le sujet dont on parle. Gauthier, je me retourne vers toi. Les jeunes générations, ma foi, c'est quelque chose qui est plus proche de toi que de moi, qui suis plus âgé. Prodigo. Qu'est-ce que vous proposez? Ok, des formations, ok, des drones. Selon vous, quel type de personnes vont aller vers votre univers? Quel type de compétences? Quel est votre regard? Parce que vous êtes sur un métier très nouveau. Oui, tout à fait. Et je vais porter un regard beaucoup plus micro en fait au débat, vu que je vais prendre mon propre exemple, parce que je suis typiquement gestionnaire d'une entreprise qui a des métiers au sein de l'entreprise qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années. Alors moi personnellement, j'ai pas connu les premiers ordinateurs en entreprise. Il est en train de se moquer de nous. Hein. Pas du tout. Je me permettrai vraiment pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont ce métier s'est créé et de voir les étapes par lesquelles je suis passé pour créer ma carrière professionnelle en même temps que ce métier-là. Je suis sorti de mon master et je me suis dit je veux absolument créer une boîte. J'avais un drone à la maison et ce drone-là à l'époque, pour vous imaginer un petit peu, c'était des drones sous lesquels on mettait une GoPro, c'était des trucs pas très stables. Donc à l'époque, c'était vraiment du bricolage. C'était les tout premiers drones. Et j'ai vu des études de marché qui s'avançaient jusqu'en 2025 sur le marché du drone. C'est ces études-là qui m'ont permis d'avoir des perspectives sur l'avenir du drone et l'avenir de ce métier en général. Et ces études disaient que sur tout ce qui était compétences techniques, il allait avoir un développement très fort. Et donc je me suis dit, je vais tout de suite être un des premiers à me développer sur ces compétences techniques-là pour pouvoir assurer l'avenir de la société. Parce qu'on connaît tous, on fait des photos, vidéos par drone, etc. Ça devient de plus en plus accessible à tout le monde, mais le marché est déjà saturé. C'est déjà un métier où il y a trop de concurrence, un peu comme l'ULM à l'époque quand c'était sorti. Donc, je me suis spécialisé tout de suite en topographie et modélisation 3D par drone lorsque j'ai créé mon entreprise en 2015. Alors comment est-ce que ça fonctionne? En fait, on envoie un drone, ça prend plein de photos, on les réunit sur un logiciel, sur un ordinateur, on fait des calculs, et paf, ça sort magiquement un modèle 3D. Bon, en vrai, il y a plein de détails à connaître et le logiciel à maîtriser, mais voilà à quoi ça pourrait ressembler. Ce métier-là, il vient révolutionner plusieurs secteurs d'activité, entre autres, par exemple, tout le secteur des géomètres des bâtiments. Du bâtiment. Et pour vous donner un exemple concret, tu en avais parlé tout à l'heure, Olivier, j'ai fait une prestation pour le Style. Le Style que vous connaissez tous, c'est le grand centre commercial. Je voudrais pas froisser s'il y a des élus dans la salle. C'est le grand centre commercial qui va ouvrir juste à côté d'IKEA. C'est quand même un gros supermarché parce que ça fait 10 hectares. Et donc 10 hectares à topographier, pour un géomètre avec la méthode traditionnelle, c'était une canne GPS. On se déplaçait, on prenait un poids, on se déplaçait, on prenait un point. Pour 10 hectares comme le Style, ça représentait 1 semaine à 1 semaine et demie de travail. Avec mon drone, j'ai fait 4 heures de vol. J'ai laissé tourner les traitements des données en automatique pendant une journée au bureau. Et j'avais une topographie précise au centimètre en tout point sur les 10 hectares. Donc en termes de transformation de métier, on est pas mal. Est-ce que ça supprime des emplois? Non.
Parce que justement, j'ai ouvert mon école de formation. Aujourd'hui, je forme des géomètres qui utilisent le drone comme un outil. Ça leur permet de gagner en temps et en précision sur leurs prestations. Et ils s'adaptent avec ce nouveau métier. Ceci étant dit, je voulais vous parler un petit peu de la façon dont je me suis formé pour ce métier-là. Parce qu'il n'y avait aucune étude de pilotage de drone à l'époque. Il n'y avait aucune étude de topographie par drone à l'époque. Et il y avait 2-3 entreprises qui faisaient de la prestation en France qui proposaient cette formation. Donc j'ai fait une formation en topographie. Donc le temps que je négocie avec Pôle emploi à l'époque pour qu'ils financent la formation, etc., je me suis intéressé au logiciel, j'ai téléchargé le logiciel à la maison. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé voir les ressources que proposait ce logiciel. Donc la documentation, mais surtout, ils avaient fait énormément de tutos en anglais sur YouTube. Et je me suis formé avec ça, j'ai commencé à prendre moi-même mes jeux de données. Je crois que la maison de mon oncle et de ma tante n'a jamais été autant de fois photographiée au monde, vu qu'il faut à peu près 1000 photos par modélisation 3D pour pouvoir m'exercer avec des premiers jeux de données. Et en suivant les tutos sur YouTube, j'ai commencé à faire moi-même une première topographie, à découvrir des fonctionnalités, aller un peu plus loin dans le logiciel, etc. Et arrivé 3 mois après la date de la formation, donc je suis allé dans un centre de formation. Ils n'étaient pas nombreux à l'époque à former sur la topographie par drone. Et là, je me suis rendu compte, en fait, enfin plus que me rendre compte, je me suis ennuyé pendant une semaine. Mais vraiment, j'ai regretté d'avoir fait cette formation, mais je me suis ennuyé. J'avais 2 autres personnes avec moi qui n'avaient jamais ouvert le logiciel, donc pour eux c'était pas mal, hein, ils découvraient le truc. Mais je me suis rendu compte que la formation que j'avais fait en une semaine, mais j'avais tellement développé de très 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 bonnes bases, voire plus, avec les tutos sur YouTube avant, que c'était même pas nécessaire que je fasse cette formation-là. Et j'y repense en préparant cette conférence, et je me dis, mais si tu regardes un peu les compétences qui ont été développées en interne, donc là, j'ai embauché quelqu'un l'année dernière pour faire des vidéos sur YouTube. C'était un axe de développement pour l'entreprise. On me dit depuis le début de la création d'entreprise, fais de la prospection. Je crois que j'ai dû passer 10 coups de fil en tout, c'est un truc que je déteste. Alors je me suis dit, je vais carrément faire des vidéos sur YouTube, je vais parler de mon métier et du coup, ça va être ma méthode de prospection et je vais ramener des clients comme ça. Donc du coup, j'ai embauché quelqu'un pour m'épauler et cette personne-là, lorsque je l'ai embauché, j'étais pas très intéressé par savoir quelles étaient ses compétences, j'étais surtout intéressé par savoir s'il était motivé et s'il était capable d'apprendre. Cette personne-là, elle avait fait 2 années de BTS négociation client, je crois. Elle voulait entrer dans une licence de com. Je lui ai dit, tu veux faire de la licence de com ? Ok, moi je prends un gros risque, c'était mon premier emploi pour ma boîte. Prouve-moi que tu es capable d'apprendre et prouve-moi que tu es capable de maîtriser un logiciel dont j'ai besoin pour ton futur emploi. Et deal, c'est parti, je t'embauche et je prends le risque d'y aller avec toi. Donc, cette personne qui a 20 ans, donc, il a eu bien du courage de répondre au défi. Je lui ai dit, tu as une semaine pour maîtriser After Effects, pour me faire mes génériques en stop motion. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais stop motion, c'est les petits bonhommes qui bougent et ça crée des petites histoires, ça peut créer des pubs, des génériques, etc. Et la seule fois où il avait ouvert le logiciel After Effects, ça avait bugué et du coup, il avait abandonné. Je lui ai dit, écoute, maintenant, c'est à toi de trouver les ressources. Voilà exactement ce que je veux. Tu as une semaine, à la fin de la semaine, tu me présentes ton rendu, ton résultat. Et on voit ensemble si ça peut être jouable. On s'est contacté beaucoup de fois dans la semaine pour justement voir ce qu'il y avait à modifier, etc. Et incroyable, au bout d'une semaine, il a été capable, grâce à toutes les ressources qu'il avait pu trouver, de me sortir un super générique en stop motion. Et je mets quiconque qui sort d'une formation de communication et qui a un peu touché le logiciel After Effects, même au bout d'1 an, de reproduire le générique qu'il a fait au bout d'une semaine. Et c'est là où je veux en venir. C'est que les métiers de demain, ils vont changer. Les compétences, elles vont changer. Mais les compétences les plus importantes, et je vois en même temps la fiche, c'est parfait, c'est d'apprendre à apprendre. Il y a des bases qui sont absolument indispensables pour les emplois du futur, c'est maîtriser un minimum l'informatique et maîtriser l'anglais, surtout l'anglais. Tous mes tutos que j'ai vus sur YouTube, c'était absolument tout en anglais. Moi, je suis des youtubeurs américains qui font du pilotage de drones et tout ça. C'est tout en anglais, toutes les ressources sont en anglais. Et l'informatique pour avoir les bases sur tout ce qui est logiciel de gestion. Et aujourd'hui, avec la génération qui arrive, on est plus habitué à utiliser des tablettes, des téléphones qu'un PC. Et j'ai l'impression que c'est là où il y avait de la facilité pour la génération Y, la génération d'après, j'ai l'impression qu'ils ont plus de mal à utiliser ces outils-là. Donc voilà, pour résumer tout ce que je viens de dire, c'est apprendre à apprendre pour les nouvelles compétences de demain. C'est plus faire attention aux qualités d'apprentissage des personnes, aux qualités humaines, aux envies qu'aux compétences lors du recrutement. Parce que je suis convaincu que mon métier de demain, dans 10 ans, il ne va plus exister, il va encore être transformé et qu'il va falloir continuer à apprendre petit à petit et surtout continuer à se former et d'être alerte sur les technologies qui vont arriver. Merci. Donc,
témoignage intéressant, hein. C'est-à-dire que finalement, les connaissances, elles sont disponibles de partout. Mais par contre, cela nécessite une grande autonomie, une grande maîtrise de soi pour ne pas abdiquer, aller farfouiller, chercher, tester, essayer, apprendre, réapprendre, désapprendre, et une volonté très forte pour aller dans cette voie-là. Et donc, au fond, eh bien, c'est pas tellement une tête bien pleine de nombreuses connaissances, comme ça a pu être le cas par le passé, avec des enseignants qui abreuvaient leurs étudiants de diaporamas avec moult diapos, avec des étudiants qui sagement prenaient des notes, mais au contraire, apprendre à aller chercher l'information, apprendre à la traiter, apprendre à la confronter. Donc ça nous emmène très très directement sur, ma foi, un peu le deuxième temps de notre échange, ces fameuses compétences. Et on voit bien que les soft skills, eh ben, elles deviennent importantes. Ok, les compétences techniques sont nécessaires, mais on peut les acquérir de plein de manières. Rémi Bouvier, comment vous voyez ça dans votre univers ? Alors, sur ce qui a été dit, ce qui est intéressant, c'est de montrer toute la notion d'apprentissage. Vous avez pu voir sur les établissements de la mutualité, même sur la clinique mutualiste juste à côté, on a fait l'acquisition d'un robot chirurgical. Et sur ce robot chirurgical, il y a une courbe d'apprentissage des praticiens. Donc il y a des praticiens d'une certaine génération qui sont mis, qui ont la compétence technique, qui ont connu toute la célioscopie, c'est-à-dire le travail par fibre, etc. Donc pas du tout des gens qui avaient juste l'habitude de jouer du scalpel, hein, déjà des techniciens de l'image. Et ces robots se pilotent par joystick. Bon, tout le monde sait ce qu'est un joystick. Le problème, c'est que les jeunes praticiens, quand ils ont touché les joysticks, c'était les mêmes joysticks que leur console de jeu. Donc, super à l'aise. Et la courbe d'apprentissage du robot était super rapide. Les praticiens de l'ancienne génération, le joystick, c'est quelque chose de très complexe. On n'a pas l'agilité. Et en plus, on sait que l'apprentissage, plus on est jeune, plus il est rapide. Et l'enseignement qu'on en tire aussi sur nos métiers, c'est que finalement, la vie, c'est un tissu d'enseignement. Et ça rejoint ce que vous disiez, c'est pas uniquement la cathédrale de l'enseignement. C'est-à-dire que finalement, ces jeunes chirurgiens, quand ils faisaient leur jeu sur vidéo, ils étaient déjà en apprentissage. Donc inutile d'interdire aux enfants de faire des jeux vidéo, parce que dans les jeux vidéo, on a la société de demain aussi. Alors je ne dis pas qu'il faut les coller toute la journée devant une console, mais dans la console de jeu, il y a déjà l'apprentissage. Et on voit aujourd'hui la 3D. Alors la 3D, c'est des jeux. Mais en même temps, la 3D, dans les salles d'op, c'est aussi de pouvoir mimer une intervention chirurgicale sans patient. Donc ils sont filmés en multicaméra. On met à des jeunes chirurgiens des caméras et ils reproduisent l'intervention chirurgicale. Ils peuvent même tourner autour de la table. Ils tournent autour d'un véritable patient. Donc la caméra 3D de leur jeu a déjà rejoint la caméra 3D professionnelle. Et ça, c'est peut-être quelque chose aussi qu'on n'avait jamais vu dans nos métiers. C'est-à-dire que les innovations technologiques, elles n'arrêtent pas de se croiser dans tous les sens. Vous parliez du numérique, bien entendu aussi. On a des formations sur Internet. Et de toute façon, les images qu'ils vont utiliser, ce sont des images informatiques. Donc qu'on les ait de chez soi, qu'on les ait sur le lieu d'apprentissage, ça fonctionne aussi de cette façon-là. J'ai vu des jeunes internes n'étaient plus en amphi pour apprendre. Ils étaient sur des mannequins robotisés, pareil, à mettre des sondes, des mannequins qui simulaient des pathologies et en exercice. Et demain, on peut tout à fait imaginer qu'ils ne seront même plus sur ces mannequins dans un lieu d'apprentissage, ils seront chez eux, sur ces mêmes mannequins virtuels, même en 3D, à apprendre. Voilà. Et on voit bien dans nos établissements tous ces métiers qui sont en train de glisser petit à petit vers ces nouvelles technologies. Alors, ce qui est compliqué, c'est que, contrairement à ce qu'on avait avant, on n'est plus dans la construction de filières d'apprentissage dites classiques, puisqu'on vient de dire tout est intercurrent. Et vous avez raison, c'est d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire que la technique d'apprentissage qu'ils ont aujourd'hui ne sera même plus la technique de demain. Et on voit bien encore à nouveau que tout s'interchoque. C'est-à-dire on a les big data, ils vont piocher dans les big data, votre image de scanner, ils vont l'attraper. Demain, le chirurgien, cette image de scanner,
il en fait un copier-coller sur l'image qu'il a à l'écran de son intervention chirurgicale. Voilà, donc c'est vraiment tous les outils qui s'interconnectent. Et je le redis, c'est tout ce qu'on vit dans la vie quotidienne, on le retrouve instantanément dans sa vie professionnelle. Ça, c'est ce qui change vraiment. Donc l'adaptabilité de nos métiers, on est toujours sur des métiers qui nécessitent des diplômes d'État, mais une fois qu'on est diplômé, on s'aperçoit qu'en fait, c'est le début de la carrière. Autant avant, vous étiez un médecin généraliste et après, vous alliez sur le tas et vous continuez votre expérience professionnelle sur le tas. Aujourd'hui, c'est différent. Le jour où vous avez votre diplôme, vous commencez votre apprentissage professionnel. Et vous n'allez cesser de faire cet apprentissage en allant expertiser des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes d'investigation et autres. Le deuxième point, c'est qu'on voit tous les métiers se rejoindre. Cloisonnement avant des métiers, le médecin, l'infirmière, l'aide-soignante, l'administratif, l'ingénieur, l'informaticien. Et aujourd'hui, voilà, on voit les infirmières en pratique avancée qui commencent à aller vers le monde du médecin. On commence à voir les administratifs qui commencent à être en coordonnateur médical parce que, bien entendu, le médecin, c'est le dossier informatisé, il faut qu'il aille attraper des données pour bien soigner le patient. On voit tous ces croisements qui commencent à intervenir, et ça, c'est aussi quelque chose de nouveau dans notre profession. Et puis des paradigmes qui changent complètement, plus besoin de secrétaire médical, on a la dictée informatique, on a des plateformes qui font le métier, et on a l'intégration des IA. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Un radiologue aujourd'hui, sur un scanner ou une IRM, avant même qu'il lise les images, il a un pré-diagnostic qui a été fait par une IA. Là aussi, ça change considérablement le métier. Parce que ce métier dit généraliste qu'ils avaient, il est en train d'être battu en brèche. L'IA est en train de faire le généraliste. Ils vont être obligés d'acquérir de la très haute technicité pour finalement se différencier de ce que peut faire la machine. Voilà, c'est un tout petit peu le panorama sur l'évolution de nos métiers. Et tu disais, il y a des métiers qu'on ne connaît pas. Oui, certes. Par contre, on les voit arriver. Ça, c'est peut-être quelque chose, parce que quand on en discute comme ça avec le grand public, on a l'impression qu'il y a des nouveaux métiers qui vont émerger. Mais ça émerge pas en génération spontanée. C'est-à-dire, on les voit se créer, on les voit se construire. Ce qui est compliqué, c'est d'imaginer ce qu'ils vont être. Et ça, c'est quand même, je vais vous passer la parole, mais c'est quand même un beau message. Hein. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, c'était il y a longtemps, hein, mes parents m'engueulaient en disant « Bon, maintenant, t'arrêtes de jouer, tu vas faire tes devoirs. » Et les devoirs, déjà rien que le mot, ça faisait peur. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Retour à l'anthropologie. Ben, le jeu, c'est formatif. Quand les jeunes chiots apprennent à jouer, ça les forme pour leur vie future. Et là, pour des étudiants, jouer, c'est des choses qui vont leur servir plus tard. Il n'y a pas une finalité instrumentale, mais tout se recroise. Et à titre d'exemple, pour que ça vous parle un peu, on a un Fab Lab ici. On ne fabrique pas des ingénieurs. Hein. Par exemple, un des bootcamps qu'on leur a demandé de faire cette année, c'est des petits drones, des tout petits drones de cette taille. Quand je dis faire, c'est faire. Hein. En imprimante 3D, vous faites les pièces ou en découpe laser. Vous soudez les composants. Alors, ils en brûlent quelques-uns parce que ce n'est pas leur métier. Il y a des tout petites vis, des fois, ils s'énervent un peu. Après, ils les programment et ils les font voler. Et c'était amusant de voir 160 étudiants faire décoller des drones. Tous ne volaient pas super bien, je vous le dis. Hein. Il n'y a pas d'inquiétude. Mais il n'empêche que par l'action, ils apprennent. Et il y a des allers-retours comme ça, une dialectique par l'action, par le jeu, par le plaisir. Et c'est quand même plutôt sympa, ça. Et on voit qu'ils sont capables de faire des choses étonnantes. Ils ont fabriqué des ruches connectées avec des panneaux solaires, capables de détecter l'état de santé des abeilles, s'il y a des intrus. Captation d'images, on peut voir s'il y a une abeille 10 fois plus grosse que les autres qui rentre dans la ruche. C'est mauvais signe. C'est assez étonnant ce qu'ils sont capables de faire. Et du coup, j'ai envie de me retourner vers vous en vous disant... au fond, les formations pour ces nouvelles compétences, comment vous voyez ça, vous Eh bien, en réalité, vous savez, l'APEC, si vous allez sur le site des études, vous apercevrez qu'on arrive à maîtriser un petit peu, par exemple, les jeux vidéo dans l'industrie. On sait très bien qu'en 2017, il y a eu 800 recrutements quand même, 800 recrutement autour de la technique du jeu vidéo au service de la chimie. Donc la santé, c'est assez identifié, mais quand même maintenant, on commence à avoir suffisamment de recul
pour se dire, parce que votre société, elle va grossir, elle va devenir une start-up, etc. Et vous allez connaître tous les problèmes de patrons, de PME et de management. Donc, en fait, on a complètement à l'APEC, au-delà des fiches métiers que vous pouvez découvrir métier par métier ou territoire par territoire, que, en fait, le nœud, quand même, il faut savoir que les ingénieurs, et de temps en temps, il faut quand même qu'on se fasse un peu plaisir en France, les ingénieurs, on connaît bien, nous, les jeunes diplômés, c'est les plus recherchés au monde. Donc, je vous demande de garder ce signe symbolique, parce que sans doute qu'ils sont mieux câblés, j'en sais rien, que les enseignants ou les enseignements sont excellents, n'empêche que c'est ceux qui sont le plus demandés. Par contre, après, au niveau des PME, or, ce sont quand même les PME qui embauchent plus que les grosses entreprises maintenant. Je ne veux pas faire ma syndicaliste de base et taper sur le management des grosses entreprises, mais la réalité, elle est là. Donc, ce qu'on a identifié à l'APEC, c'est que, en termes de recrutement, il faut la compétence technique. Le cœur de métier, maintenant, même un manager, avant, on pouvait prendre, j'espère que ça reviendra un peu des littéraires comme manager. Bon, il faut espérer que ça reviendra un peu, qu'on ne pensera pas à des romans par algorithme, mais quand même, là, maintenant, la nécessité, c'est la compétence technique. Primo, vous l'avez dit, c'est ce que vous avez fait avec le jeune que vous avez retrouvé. Et puis après, il y a des bulles. Et il y a des bulles, parce qu'effectivement, il y a le côté digital, modélisation statistique, ça, bon, c'est facile à recruter. Mais il y a un côté que vous ne connaissez pas encore, mais qui devient de plus en plus important, lié à toutes ces techniques, c'est le juridique. Tout ce qui est cybersécurité, mais tous les risques juridiques, risque de la notoriété, tous ces métiers juridiques se développent à tout va, et c'est une bulle dans une entreprise qui ne doit pas être oubliée. Après, de chaque côté, il y a effectivement autour des capacités à manager, des pluridisciplinaires, ça c'est incontestable, la capacité à développer des réseaux, la capacité à travailler sur une culture d'une entreprise, et puis la communication. Et puis de l'autre côté, vous avez tout ce qui est management de l'innovation. Et ça, la R&D, l'innovation, c'est des champs. On s'est aperçu qu'en 2017, il y a eu beaucoup de recrutement de cadres, parce que les discriminations, elles sont quand même là. Il y a 3,8% de chômage des cadres, et puis il y a 9% de chômage dans ce que vous entendez, parce que l'écart, il sera de plus en plus grand entre les éloignés de l'emploi, les pas qualifiés, et les qualifiés. Et on va aller de plus en plus haut vers les profils. Donc, il y a tout ce management et l'approche systémique de tout ça. Il y a une nouvelle prise en compte, et Dieu merci, dans les entreprises, de la RSE, et j'espère que la loi Pacte va agrandir un peu ces phénomènes, mais prendre en compte le développement durable quand vous développez vos sociétés et quand vous développez et concevez vos produits. Et puis, il y a deux petits pôles pour lesquels on recherche des compétences. C'est tout ce qui est compréhension de la stratégie de l'entreprise. Parce que vous allez vite, hein, vous foncez, vous en voulez un, vous en prenez un, après un deuxième, un troisième, vous allez le faire en sens inverse. Mais quand c'est des métiers transformés comme le médical, si on ne comprend pas là où on va et comment on va y aller, on ne sera pas un bon, grand chef d'entreprise. Et là, la souffrance au travail et le mal, c'est là où, si on ne sait pas faire. Et puis, tout ce qui est gestion et pilotage des équipes, parce que, je veux dire que là, vous allez donner un exemple concret. Ben oui, mais un jour, il faut les piloter, ces équipes. Donc, vous allez recruter des talents qui savent le faire, mais il va falloir commencer par le faire. Donc, et puis, tout ce qui est gestion de projets complexes, parce que vous avez dit quelque chose qu'il faut relever, qui est important dans les qualités demandées pour les recrutements. D'abord, la maîtrise d'une langue. Alors, c'est l'anglais ou le chinois, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, c'est d'abord la maîtrise d'une langue. Et j'ai vu des conférences où les gens me disaient, mon associé, il est au Cambodge en ce moment. C'est pas un problème, quoi. Donc, et c'est voilà. Donc, vous voyez, les nouvelles compétences, en réalité, vous avez l'impression que c'est un brouillard, que vous savez pas, que c'est noir, mais elles commencent à identifier. Il faut que les chefs d'entreprise peut-être révisent leur méthode de management en cherchant la perle rare qu'ils ne trouveront pas et en cherchant peut-être quelqu'un qui sera assez futé il lui manquera une qualité, mais là, il a développé. Voilà. Mais ça, il faut faire confiance à l'intelligence humaine, peut-être. Il faudrait qu'elle revienne.
Ça, c'est une belle transition sur la partie davantage emploi dans le futur, 2050. Ok, on voit bien que les cadres, c'est des talents. Ils sont capables de s'adapter, d'anticiper, ils voient les coups venir. Bon, ça consomme peut-être de l'énergie, mais ils sont assez adaptables par rapport à ces changements, parce qu'au fond, il n'y a pas de stabilité, c'est un changement permanent. Mais pour les autres, qu'est-ce que vous voyez comme secteur d'activité sur lequel il peut y avoir des gisements d'emploi et quel type d'emploi dans ce maelstrom qui est en train quand même de transformer très significativement le contenu des emplois? Là, je vais être un peu plus radicale. Il y a deux tranches qui vont souffrir, qui commencent à souffrir. C'est les gens non diplômés. Hein, on est quand même encore à 10% d'illettrisme en France, donc on a du travail à faire. Mais il y a aussi les seniors plus âgés, de plus de 50 ans, qui n'ont vécu que dans une entreprise. Il y a une restructuration. La formation, elle a été faite dans une entreprise tranquille, sur l'utilisation de l'ordinateur, de ceci et de ceci, mais ce n'est pas aller plus loin. Je veux dire, ils n'ont pas cherché, vous l'avez évoqué, ce problème-là, ils ne sont pas allés chercher ailleurs parce qu'ils ne sont pas su que ça leur tomberait sur la figure. Et ces gens-là, s'ils ont le malheur, et malheureusement il y en a de plus en plus, de rester au chômage pendant 1 an, alors là, c'est très difficile. Donc, les métiers qui restent, c'est les services à la personne. Ça, ouais, bah oui, mais je veux dire, je suis malheureusement obligée de vous dire que les statistiques, elles sont imparables. Qu'est-ce qui reste si une entreprise n'a pas anticipé? J'espère qu'un jour, j'ai rêvé sur ce qui serait un jour une vraie GPEC, gestion des emplois et des compétences. C'est un concept dont je rêverais pendant des années, qui existe mais dont on ne s'empare pas. Mais si dans une entreprise, les RH peuvent, et il faut faire attention parce qu'avec le compte personnel de formation, chacun va l'avoir à la main sur son smartphone et ira chercher ses formations tout seul. Donc si les entreprises ou les services ou Pôle emploi ou les services de l'emploi ne mettent pas le paquet, un peu comme les pays du Nord, en disant qu'il faut les accompagner, il faut les former, à l'heure actuelle, les seuls métiers qui trouvent du travail, c'est les services à la personne. Tant qu'il n'y a pas eu en main un immense chantier de formation. Alors, mais là, si vous me branchez sur mes grands rêves sociétaux, vous n'en sortirez pas. Dans vos univers ? Alors, je vais être partiellement d'accord, comme ça va introduire un petit peu de nuance dans le débat. Sur les services à la personne, oui, bien sûr. En plus, je pense qu'il va y avoir véritablement une scission. Alors, dans les métiers de la santé, on voit bien l'hypertechnicité et le service à la personne. C'est-à-dire derrière, on aura envie vraiment d'être pris en charge sur le plan technique et une autre prise en charge très hôtelière, très orientée sur le service et sur la prestation. Et pour l'instant, sur le service et la prestation, c'est l'humain qui prime. Et d'ailleurs, regardez bien sur les métiers de bouche, c'est toujours des métiers techniques et des métiers manuels, et on ne les sent pas, en tout cas, pour l'instant, en danger. Un grand chef, on ne le sent pas en danger par l'arrivée des IA et du numérique. Il n'y a pas de souci, je dis bien pour l'instant, parce qu'on peut toujours imaginer toutes les évolutions, mais ça ne sont pas des métiers en évolution. Quand on va aller chez les personnes âgées, on va bien retrouver au domicile 2 versants techniques. Il y aura des prises de constantes de données, on sera véritablement sur du numérique, de la technique et de l'ingénierie qui aura derrière. Par contre, il faudra toujours quelqu'un pour faire le lit, quelqu'un pour donner à manger, quelqu'un pour lever, et quelqu'un, excusez-moi, pour faire les soins de nursing. Encore faudra-t-il également là qu'on améliore le système de formation. Sur la formation professionnelle, je crois qu'il y a une nouvelle révolution qui arrive. On était essentiellement le formateur de ses propres salariés, avec les avantages et les inconvénients que ça pouvait porter. Et moi, je me souviens, et pour les plus anciens que nous sommes, à une époque, on était riches. On faisait des formations de peinture sur soie, de macramé, mais on faisait ça à l'hôpital. Hein. Aujourd'hui, déjà, on a tout recentré. On fait des formations en matériaux-vigilance, hémovigilance, etc., véritablement sur les prises en charge. Mais je crois que demain, ça va se modifier. Avec un compte emploi-épargne et son smartphone, on va gérer sa vie
Et ce qu'on va demander à des pôles comme l'APEC, à Pôle emploi, c'est de dire, voilà, j'ai envie de changer d'orientation, ça ne regarde pas mon patron, ça me regarde moi, j'ai des quotas d'heures, je voudrais trouver une formation qui me correspond, comment est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux muter. Donc déjà, pour moi, ça, c'est une première transformation, et je trouve plutôt saine, parce que ce n'est pas l'employeur à dire, je te donne ça ou je ne te donne pas ça pour transformer sa propre vie. On est le maître de sa vie et le maître de son orientation. Par contre, l'employeur, lui, ce qu'il doit veiller, c'est à la technicité de ses professionnels. Et donc, on parlait de parrainage et je cherche mon mot, d'apprentissage. Là, par contre, il va falloir qu'on monte des instituts d'apprentissage pour que les infirmières se lancent dans des savoirs plus, les aides-soignantes apprennent mieux le service à la personne, mais on ne sera plus du tout sur la même orientation de formation. Et ça j'y crois. Et on est là. On est au carrefour des chemins et ça va arriver. Et il va falloir que nos entreprises se positionnent pour être des sortes d'AFPA, d'apprentissage et permettre aux gens d'avoir des acquisitions de métiers. Et on peut même aller un cran plus loin, Gauthier, être entrepreneur de sa vie, voire être entrepreneur tout court, service aux entreprises que vous offrez. Comment vous voyez ça, vous ? Alors, je pourrais avoir un regard intéressant en tant qu'organisme de formation, vu que le plus gros de mon activité aujourd'hui, c'est mon école de formation au pilotage de drone. Donc, je forme des professionnels justement à utiliser cet outil dans leur métier. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce profil de je m'occupe moi-même de ma formation, je vais rechercher quelle est la meilleure école, je compare les programmes de formation et ensuite je demande un financement soit à mon entreprise, soit à Pôle emploi. Ça, c'est quelque chose que je vois au quotidien. Moi, j'ai très peu de personnes que je forme parce que c'est leur employeur qui a dit bah voilà, il faut que tu ailles te former à ça absolument. C'est d'abord une volonté d'un salarié qui après est en accord avec l'employeur et ça se fait. Qui plus est, la formation là, est en train vraiment de se muter. La grosse transformation qui est en train de se faire cette année, c'est que l'État va mettre beaucoup plus l'accent sur les non-diplômés, justement, pour répondre à cette grosse différence entre non-emploi, entre cadres et non-cadres. Donc aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'avoir du financement à partir du moment où vous n'avez pas un bac plus 3, un bac plus 5. Et ça devient plus compliqué pour les cadres qui seront amenés à se débrouiller par eux-mêmes pour justement transformer leur emploi. Et on voit aussi l'émergence d'une sorte de, comment je pourrais appeler ça, de tripadvisorion de la formation. Non, en gros, pour vous expliquer, depuis cette année, en tant qu'organisme de formation, Pôle emploi demande à chacun des formés de mettre une note sur 5 pour l'organisme de formation. Donc ça y est, ça arrive, on va être noté comme n'importe quel restaurant, comme n'importe quelle activité sportive maintenant sur des applications. Et c'est les salariés qui pourront eux-mêmes vérifier les notes des organismes de formation pour savoir si la formation est de qualité ou non, ce qu'en ont pensé les autres, etc. Et pouvoir être décisionnaires pour leur propre avenir, comme ça a été dit précédemment. Et pour terminer, autre sujet, quelque chose qui est flagrant pour moi sur ma génération vis-à-vis de l'emploi de demain, c'est les aspirations personnelles vis-à-vis de l'emploi. Bon, c'est peut-être enfoncer des portes ouvertes pour certains, mais j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais qu'il n'y a pas d'entreprises qui le mettent, pas beaucoup d'entreprises qui le mettent en place. Aujourd'hui, je vois peu de personnes dans mes amis qui vont dans une entreprise pour avoir uniquement un emploi. Les personnes y vont pour avoir avant tout un bien-être. On se sent bien dans son job, on est épanoui dans ce qu'on fait, on est content au travail, on est content d'être dans une équipe qui est dynamique, qui est positive, mais c'est fini le temps où on allait bosser jusqu'à 17h, 17h on rentrait, et puis basta, on n'entend plus parler du boulot. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci pour répondre à un mail tard le soir pour s'organiser pour le lendemain. À partir du moment où on sent que l'ambiance est cool dans l'équipe, et que du coup on fait avancer l'équipe. Donc demain aussi, les métiers du management vont se transformer, où on ne va plus avoir des managers qui vont donner des ordres, mais on va avoir des coachs qui vont gérer des équipes. Et les équipes qui réussiront, ces équipes auront un mélange de compétences, qui auront un objectif commun avec l'entreprise et qui vont créer leur propre environnement agréable de travail. C'est ces équipes-là qui vont réussir. Et les entreprises qui ne feront pas la transformation vont petit à petit être sur le déclin, je pense. Et ça, c'est intéressant. Et puis, je pense que ça ouvrira des questions par rapport à la salle. C'est qu'effectivement, on va avoir des carrières beaucoup moins linéaires. Et quand le salarié s'y retrouve pas, entre guillemets, en termes d'épanouissement, de projet, de mission, bah, ma foi, il part dans une entreprise qui lui offrira cette opportunité, voire
il passe par un passage en entrepreneur où il se met à son compte, développe son activité, éventuellement la revend, repart ailleurs. Donc on a beaucoup plus de nomadisme et d'efforts pour fidéliser, entre guillemets, les talents. Ce qui est plutôt sain, hein. Enfin, je trouve ça plutôt intéressant, c'est de se dire, si je veux garder les salariés qui m'amènent de la valeur ajoutée, il faut que je fasse des efforts parce que sinon, ils iront voir ailleurs. Mais c'est vrai de partout, hein. L'engagement professionnel, vous l'avez tous expérimenté, il est vrai dans le monde de l'amour, hein. L'engagement amoureux, si vous faites moins d'efforts, il faut faire attention, hein, parce que votre conjoint, des fois, peut trouver quelqu'un de plus engagé que vous. Hein. J'arrête de dire des âneries. On avait dit quand vous passez la parole à 45, il est 45. Donc, derrière la plaisanterie, l'engagement, on peut le retrouver dans le monde associatif, dans le monde militant, dans le monde professionnel, dans le monde amoureux. On peut le retrouver dans beaucoup d'endroits et je pense que c'est important. On a un monsieur qui lève la main pour une question. Est-ce que vous pourriez lui passer un micro? Comme c'est enregistré, c'est important qu'on puisse entendre. Je vais vous rassurer, si un petit Fukushima, il s'est déjà pu opérer. Hein. Non, mais déjà aujourd'hui, on ne s'est plus opérer. Voilà. Il y a 20, 25 ans, je vous aurais dit, on est capable. Aujourd'hui, on n'est plus capable. On ne fait plus rien. Non, c'est pas vrai. On fait toujours une réponse abrégée, mais bien sûr, aujourd'hui, on opère quoi? Parce qu'on a eu des scanners, on a eu des IRM. On opère pourquoi? Parce qu'on fait de la célioscopie, on a des écrans vidéo et tout. Mais vraisemblablement, qu'on entre là dans la jeune génération de chirurgiens, par exemple, on a des jeunes chirurgiens sur des métiers comme la gynécologie, ils ont tous appris sur robot. Plus un seul n'a appris à ciel ouvert. Ils ont tous appris sous robot. Oui, ça posera des problèmes. Mais pour un problème posé parce qu'il y aura un Fukushima ou une panne, combien d'autres patients on aura traités bien meilleurs que sur l'ancienne façon? C'est toujours poids. Après, il faut l'évaluation du risque. Alors là, je ne suis pas un statisticien, mais il faut évaluer le risque, c'est tout. Autre question sur je vous ai senti réagir dans la salle autour des métiers de service aux personnes. Je voyais des personnes s'agiter sur ces métiers-là. Parce qu'il y a quand même un vrai risque. C'est qu'il y a une tension entre des métiers qui sont indispensables, mais peu qualifiés et au fond peu rémunérateurs, socialement avec une image qui n'est pas forcément la plus au top, hein. Et puis des métiers à très forte valeur ajoutée. Et quand on raisonne en RH, au fond, un salarié, je ne parle pas des indépendants, mais un salarié, c'est un ratio valeur ajoutée sur frais de personnel. Hein. Et un chirurgien capable d'opérer à distance, de maîtriser tout ça, évidemment, tout le monde ne pourra pas exercer ce genre de métier. Donc c'est vrai qu'on a une tension entre des métiers complètement indispensables, pas très en danger, effectivement, les métiers de service aux personnes, de bouche, de service aux entreprises, et puis ces métiers qualifiés. Voilà, donc on a cette tension-là. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Mais non, mais c'est tout le travail de nos hommes et de nos femmes politiques de travailler, d'anticiper sur ces grandes mutations de société. Si on peut en amont identifier, évoquer dans toutes ces tables rondes toutes ces problématiques. Les services à la personne, ça n'existait pas. C'est un modèle qui vient du Canada. Et je me souviens, parce que bon, à un certain âge, on a des souvenirs, à un âge, on construit, et puis bon, on commence à avoir des souvenirs. Et à l'époque, je négociais sur l'emploi, et donc le cabinet de M. Borloo appelle l'organisation syndicale que je représentais à l'époque, des cadres, et puis est-ce que vous voulez voir si on peut créer des tas d'emplois, parce que ce problème de chômage, parce que là on parle des conditions de travail, mais les gens qui n'ont pas de travail, ils sont au chômage. Bon. Donc il faut faire des reconversions. Et il faut regarder des formations. Et donc à ce moment-là, quand ce concept n'existait pas. Bon, or, on a quand même une pyramide des âges où on vit, grâce à la médecine, entre autres, de plus en plus longtemps, mais où on aura aussi besoin d'aide et de soutien.
Et ce concept n'existe pas. Alors, bon, ils appellent toutes les organisations syndicales avant de lancer un projet comme celui-là, qui il y a 12 ans, n'existait pas, en tout cas le mot. Et puis, j'arrive, je remplace quelqu'un d'autre, et puis on me dit, ah ben, vous représentez le syndicat des cadres, ça vous intéresse sûrement pas. Je dis, pourquoi ça ne nous intéresse pas? Je veux dire, un jour ou l'autre, tous les cadres seront aussi concernés, soit à les utiliser, soit à les concevoir, soit à créer des sociétés de services à la personne. Et moi, je pense que c'est de l'humain, c'est les services à la personne. Si on le manage, j'ai des amis qui, une fois en retraite, ont créé des entreprises de services à la personne. Ils en tirent beaucoup de satisfaction. Je veux dire, toutes ces femmes qu'on forme et qu'on valorise et pour qui on crée une convention collective. Bon, alors c'est vrai que le numérique, certainement que dans 10 ans, on pourra balbutier en inventant pour elles aussi la manière d'utiliser les robots. Les robots chinois, les robots japonais, là, ou ceux qu'on voit chez Uniqlo, bon, peut-être qu'ils seront dans toutes les maisons. Moi, s'ils me font le repassage ou le ménage, ça ne me dérangera pas trop. Hein. Mais je veux dire qu'il faudra toujours, et c'est M. Cédric Villani qui le dit dans pas mal de tables rondes, il dit, bien sûr qu'il y aura de plus en plus de robots, bien sûr qu'il y aura de plus en plus de choses faites par les robots. L'intelligence artificielle, c'est ça, hein, c'est la machine qui fait à la place de l'humain. Mais ce sera quand même toujours l'humain qui va commander. Donc tant mieux, parce qu'on pourra toucher toutes les personnes, former toutes les personnes. Mais c'est ce que vous dites, il faut lancer des plans de formation en adéquation avec Pôle emploi, en adéquation. Voilà. Mais ce sera pareil aussi pour les jeunes diplômés. Mais eux, ils savent aller se former. Ils vont sur Internet, ils trouvent des formations bien moins chères que celles qui traînent ailleurs. Label, bon, s'il faut un label, ils l'auront. Mais en tout cas, ils savent. Parce qu'aller chercher l'information, aller chercher ce qu'il nous faut dans les bases de données immenses, parce que, je veux dire, c'est ça. Ce n'est pas la transformation qui nous affole, c'est les volumes et la rapidité. C'est ça, où on va trouver l'information qui nous convient à nous. Et après, il faudra se former tout au long de la vie. Moi, je trouve qu'il faut faire des efforts sur la formation initiale et après, une formation tout au long de la vie. C'est pour ça que je plaide pour des droits sociaux qu'on garde, qu'on utilise dans les périodes de rupture, qu'on utilise dans les périodes où ça va moins bien. Et les droits à la formation, ça doit être toute la vie. Oui, Gauthier. Oui, d'ailleurs, je suis convaincu pour ça que c'est l'alternance aujourd'hui et la voie royale de la formation. On le voit, je peux en témoigner parce que j'ai employé des personnes de cette école. Il y a la Design Tech Academy qui vient d'être une nouvelle école qui vient d'être créée au sein de Télécom Saint-Étienne, qui forme des gens en reconversion qui viennent soit d'un public difficile, soit qui n'avaient rien à voir avec ce métier-là. Et donc ça fait 2 ans qu'il y a une promo dans cette école et qui forme des jeunes justement aux métiers sur lesquels il y a plus de tension, le développement informatique dans le numérique. Et cette année, dans la promo, j'ai vu une personne qui avait 50 ans et qui était avec des petits jeunes de 20 ans qui sortaient des cités, qui n'étaient pas forcément plus à l'aise, et ils apprenaient la même chose. Et ils faisaient leur formation en alternance. On voit des écoles aussi comme l'ISTP qui forment des personnes qui veulent devenir cadres et qui leur apportent des compétences dans leur métier à la fois technique et à la fois managériale. Donc pour moi, l'alternance, ça sera un réflexe dans la vie professionnelle de demain. Et pour moi, ça deviendra, à mon avis, normal de dire, écoutez, là j'ai envie de prendre 1 année, 2 années, je vais être un peu moins présent sur mon poste de travail, mais je vais énormément gagner en compétences, c'est quelque chose dont j'ai besoin, quelque chose dont l'entreprise a besoin, et du coup, mettons ça en place de manière facile. Aujourd'hui, quand même, quand on demande en plein milieu de carrière une alternance dans une école de formation, on se pose des questions. On se dit, bon, tu veux partir, tu as envie de partir sur notre métier, qu'est-ce qui se passe? Et demain, je suis sûr que ce sera beaucoup plus naturel, que ce soit d'ailleurs des formations en présentiel ou en e-learning. On n'en parle pas beaucoup de l'e-learning, mais c'est vrai que moi, il y a une grosse partie de ma formation que je fais en e-learning. C'est des outils qui permettront aux salariés lambda de gagner en compétences au fur et à mesure de sa vie professionnelle, même au sein d'une même entreprise. D'ailleurs, je vais compléter avec le rôle de l'APEC. L'APEC réfléchit depuis quelques années à élargir les amplitudes horaires. Parce que ce que vous dites, c'est un cadre, il dit, je vais aller voir à l'APEC. Son employeur va dire, il veut partir, qu'est-ce que tu veux que je te donne plus d'argent pour rester? Alors qu'en fait,
aller à l'APEC ou utiliser la technique des bilans de compétences, même sans aller jusqu'au bilan de compétences, le compte en évolution professionnelle, c'est seulement pour se situer et pour se dire, il y a un moment où peut-être que j'ai appris beaucoup de choses et que j'aimerais bien utiliser mes compétences ailleurs, mais le faire de manière confidentielle. C'est pour ça qu'on développe énormément sur Internet les questionnaires, les fiches métiers, les études par territoire. Vous voyez, il y a un problème de territoire. À l'APEC, on a identifié 304 territoires différents d'emploi géographiques. Eh bien, il y en a 58% des cadres du privé, ils sont répartis que sur 17 bassins d'emploi. Donc, il y a aussi des manières de travailler sur les territoires ou de changer de vie. Et on sait qu'il faut qu'on le fasse de manière très confidentielle parce que ça n'est pas encore... On a l'impression de faire un crime de lèse-majesté si on pense qu'on va quitter sa boîte, alors qu'on veut peut-être juste regarder et se situer. On y a même ajouté des grilles de salaire par métier pour que les gens puissent aller tranquillement le soir regarder le site et se situer eux-mêmes. Parce que quand on rentrait, il y a pas mal d'années dans l'emploi, on ne cherchait pas, parce que vous l'avez dit, on était tributaire de sa boîte, un rapport de subordination, et on ne se cherchait pas soi-même. On se cherchait par rapport à ce qu'attend la boîte de moi. C'est peut-être ça qui a changé. Oui, c'est une belle question aussi. Juste un petit éclairage. Avec une collègue, on avait écrit un article sur des gens qui créaient ou reprenaient des entreprises. Et on s'était penché sur des anciens élèves, notamment qui avaient repris des petites fermes, des petites exploitations familiales. C'est curieux, faire une école de management pour reprendre une petite ferme dans laquelle le père en vivait à peine. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on s'est aperçu de choses en interviewant. Je pense notamment à une ancienne étudiante. Son papa était producteur, en l'occurrence c'était un producteur de lait, et son métier c'était de donner le lait à la laiterie, et il était dépendant de cette laiterie. Et cette étudiante, à titre d'exemple, mais j'en ai pas mal comme ça, s'est dit, mais moi mon métier c'est pas ça, c'est de faire certes la production, la transformation, la vente. Du coup elle a fait une marque de yaourt, elle s'est fait référencer grande distribution, elle a géré ses coûts. Elle est devenue chef d'entreprise, ce qui est une expertise quand même qui est d'un autre niveau, parce que gérer une ferme aujourd'hui, c'est gérer une exploitation, regarder ses investissements, le retour sur investissement des différents investissements faits, et c'est un tout autre métier. Et effectivement, là, on s'aperçoit que le champ des possibles est énorme. On peut se diriger plutôt vers des circuits courts, plutôt vers de l'agriculture raisonnée, plutôt... voilà. Et là... on a comme ça de magnifiques exemples. Et sans vous donner l'eau à la bouche sur ce qui va se passer tout à l'heure, vous verrez, il y a un cas de Stono-là tout à l'heure. Mais c'est une vraie question. Et on a une gamme de choix qui aujourd'hui est beaucoup plus grande qu'un modèle un peu unique qu'on vendait à tous en disant « hors de ça, point de salut ». Et heureusement, les gens s'emparent de ces questions-là, les mettent à leurs mains, comme vous avez bien évoqué, et fabriquent leur propre modèle. Et cette diversité des pratiques est vraiment assez fabuleuse. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut rajouter. Juste un élément par rapport à ce que vous dites. Alors, je croise tes idées. Et en même temps, je pense que le retour comme ça à des métiers typiquement manuels, on revient avec des thérapies cognitives qu'on utilise aujourd'hui pour les gens qui ont eu des burn-out ou autres. C'est apprendre à revivre son quotidien et non pas à penser à ce qui s'est passé, anticiper l'avenir, mais à vivre le quotidien, le moment présent. C'est-à-dire, c'est la pleine conscience. Tout le monde connaît ces thérapies de pleine conscience. Je vis mon moment présent et je l'absorbe. Et ça permet justement, dans tous ces états numériques, dans tous ces smartphones, ces tablettes, de se réenraciner dans la vie. Alors tout à l'heure, on parlait aussi des chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire que s'ils revenaient et qu'ils nous voyaient aller dans une salle de gym, courir sur un tapis roulant, ils nous prendraient vraiment pour des fous, quoi. C'est-à-dire être statique toute la journée pour après aller faire le hamster dans une salle, c'est parfaitement surprenant. Et en même temps, aujourd'hui, si on ne fait pas ça, on perd son harmonie et son équilibre. Donc je pense que c'est toujours
l'espèce de retour où on essaye de retrouver son équipe pour lequel on était programmé. Pour apporter une petite anecdote au sujet, plus qu'une régression technologique, je pense que c'est plutôt une recherche de sens. Et qu'on lie cette régression technologique à la recherche de sens, mais on peut très bien utiliser la technologie pour acquérir ce sens-là dans son métier sans pour autant régresser et repartir uniquement aux outils, à l'appel et au râteau. Il y a un confrère à Lyon qui fait de l'épandage de trichogrammes par drone. Les trichogrammes, en fait, c'est des petits parasites qui vont manger d'autres parasites. Et ça se fait dans les cultures bio. On va pouvoir éviter de mettre des traitements en faisant passer par drone un drone sur le champ qui va larguer ces petits trichogrammes et qui vont permettre d'avoir un champ en meilleure santé. Donc même sur du bio, on peut avoir de la nouvelle technologie. On a aussi maintenant des drones qui permettent de faire des analyses de champ pour voir là où il faut mettre plus d'engrais, là où il faut mettre plus d'eau, là où les plantes se portent bien grâce au dégagement de la photosynthèse. Donc la technologie peut être là pour une amélioration du métier sans que ça soit une régression. Alors, je peux peut-être partager une réflexion personnelle. Je ne sais pas si ça apportera une question, mais c'était une réflexion que je m'étais faite. Pour moi, les études, ça a toujours été un moyen, non pas de gagner en compétences, mais de gagner du temps. C'est-à-dire que lors de mes études, j'ai toujours fait des activités à côté des études. Lorsque j'étais au lycée Étienne Mimard, on avait un super club informatique. Du coup, j'ai été au club informatique pendant 2 ans. J'ai développé un tas de compétences là-bas. La dernière année, il y avait un club audiovisuel. J'ai tout appris sur l'audiovisuel là-bas. Lorsque j'étais à l'ESC Saint-Étienne à l'époque, il y avait une association, la Junior Entreprise, qui recrutait. Un peu culot, j'y suis allé et je me suis retrouvé vice-président de la Junior Entreprise, à signer des contrats avec des clients à plusieurs milliers d'euros et à recruter des équipes de dizaines de personnes avec des études de marché amenées sur le terrain. En fait, je pense que dans tout le milieu scolaire, ce qui est intéressant, c'est les activités en parallèle que peuvent développer les enfants. On le voit de plus en plus, on a un tissu associatif qui est quand même relativement fort et ça permet de faire plein d'activités. Et on voit l'école qui tend de plus en plus justement à plus de liberté dans les activités. Je pense entre autres aux écoles Montessori, si je ne dis pas de bêtises, qui laissent plus de liberté, etc. Des enseignants qui cherchent à faire des activités en dehors des parcours scolaires. Je pense en particulier à ma tante qui est très investie en tant que prof de français pour faire découvrir le théâtre. Donc il y a comme ça des petites bulles où on peut apprendre des nouvelles choses, où on peut s'ouvrir à autre chose qui sont en train de se créer. Et peut-être que demain on arrivera de plus en plus à ça comme une norme. Et preuve en est, la volonté de la réforme, alors je ne dis pas que c'est l'application, hein, mais la volonté de la réforme qui a été menée sur les parcours du lycée était justement de pouvoir accéder à plus de personnalisation sur le savoir que pouvaient emmagasiner les étudiants en choisissant soi-même ses options, etc. Donc petit à petit, on arrive vers cette école où on peut choisir ses compétences, soit dans l'école ou à l'extérieur de l'école, pour développer son propre savoir. Et c'est là où je pense qu'effectivement, le décloisonnement dont parlait Rémi Bouvier est important. Il parlait évidemment entre entreprises, écoles, entre écoles elles-mêmes, ingénieurs, médecins. On essaye de pousser ça. Et c'est vrai très tôt. Par exemple, il n'y a pas si longtemps qu'on a rajouté le stage en 3e. Avant, ça n'existait pas. Aujourd'hui, rien n'interdit, mais c'est peu répandu, rien n'interdit à un élève de seconde, de première, de terminale, de faire des stages dans une entreprise. Quand on lui demande de choisir un métier, c'est pas évident de se projeter. Si j'hésite, tiens, pourquoi la pharmacie, ça ne me déplairait pas, bah, va donc passer 4-5 jours dans une pharmacie avec un pharmacien et tu verras si ça te plaît ou si c'est une image que tu t'étais fait de cette réalité. Donc moi, je crois beaucoup au décloisonnement, aux échanges. C'est un bon moyen de se faire une idée des choses en rencontrant les gens, en les voyant travailler, en regardant ce qu'ils font pour de vrai. Parce que ce n'est pas évident pour un jeune enfant de se projeter dans un futur, dans un métier qu'il ne connaît pas du tout. D'autant plus que ces métiers sont en transformation, c'est ce qu'on a dit. Donc moi, je crois beaucoup aux rencontres, aux échanges, et on voit bien qu'un certain nombre de branches professionnelles essayent d'encourager ça, de faire ça, d'accueillir des jeunes, même très jeunes, pour discuter, échanger, voir ce que c'est, comment ils se représentent le monde. C'est des choses qui permettent ça. En même temps, vous avez raison, rien n'empêcherait sur des enfants en maternelle ou en primaire, même de faire de la programmation informatique
de leur faire découvrir l'univers dans lequel ils vont vivre. Moi, je me souviens avoir eu des expériences un peu iconoclastes. Quand j'étais en terminale, au bac, j'avais le droit à la règle à calculer, section scientifique. Les premières calculatrices arrivaient, c'était totalement tabou, il ne fallait surtout pas les utiliser, ça allait faire de nous des ânes, etc. J'ai un de mes fils là, qui est ingénieur, il n'a utilisé que la calculatrice, que la programmation, et il me dit aujourd'hui, on n'apprend plus du tout les formules en physique, on apprend à les reconstituer, mais on les apprend plus directement, et donc tout l'enseignement que j'ai eu moi à cette époque-là, où on est très rigide dans les savoirs, en fait c'était faux. Voilà. C'est peut-être la conclusion qu'on peut en tirer, c'était faux. En même temps, vos enseignants, ils ont un certain âge, il faut avoir aussi le temps que cette génération se renouvelle. Et peut-être que dans 10 ans, tous les jeunes enseignants s'amuseront avec les enfants de primaire et de maternelle à faire de la programmation. Oui, ces métiers, ils existent, ils se développent. Il y a quelques grands projets. Il y a des projets avec les territoires ultramarins. Il y a des projets... mais vous savez, c'est comme avec le CESI, par exemple, il y a un grand projet sur le bâtiment du futur, le BIM et tout ce qui va avec. Ce sont des projets longs, très longs à mettre en place. Après, les entreprises, je parle des grosses entreprises, hein, mais ça peut descendre aussi, elles ont leurs problèmes de ROE, elles ont leurs dépenses de masse salariale, alors elles commencent à mettre quelques critères de développement durable, souvent dans les fonds de participation. Pour les gens qui sont salariés dans des grosses entreprises qui ont de la participation et de l'intéressement, on leur fait choisir des fonds communs de placement. Et là, il y a... Mais vous avez raison, il le faudrait. Sans doute que ma génération n'a pas joué ça, on n'a pas brandi ça parce qu'on cherchait peut-être d'autres choses et qu'on a loupé le coche et qu'il faut que les générations qui suivent le fassent. Mais c'est des grands mouvements. Alors, à qui on demande de le faire? Au territoire, aux salariés qui font leur tri de poubelle mais qui ne peuvent pas faire une politique publique. Les entreprises... Regardez les débats sur la loi Pacte à l'heure actuelle. Il y a une demande qui a fait un gros débat entre les députés sur le fait que soit inscrit dans les statuts de l'entreprise son objet social, son objet et surtout son intérêt, ce qu'il recherche dans un partage entre les salariés. Et c'est un gros débat parce que ça touche la RSE, hein, responsable socialement. Mais ça prend des dizaines d'années, vous avez raison, mais ça implique tellement d'acteurs, hors des écolos qui, eux, faisaient la communication ou font toujours la communication. Les réalités à descendre, elles sont beaucoup plus complexes, hein, sur un territoire entier comme la France, qui est un territoire riche, mais très diversifié. C'est très long, avec des grosses, des moyennes et des petites entreprises. Donc nous, on s'est contenté dans cette table ronde de travailler sur les compétences. Elles existent. Allez sur le site de l'APEC, regardez ces métiers-là. Ils existent. Mais bizarrement, il y a assez peu de vocations aussi, parce que peut-être que dans les écoles, au moment de la troisième, tout ça, il faudrait des gens qui viennent sensibiliser les élèves. Comme il y a toujours un retard entre, par exemple, les hommes et les femmes ne vont pas beaucoup vers les métiers d'ingénieur. On a un mal fou à les faire y aller. Vers ces métiers-là, il y a encore peu d'appétence parce que je pense qu'il y a peu de communication ou des communications pas attirantes et peut-être trop sectaires. Merci. Rémi, un mot? Oui, de façon très courte. Je pense que vous avez tort en disant que ça ne se fait pas dans les entreprises. Ça se fait dans les entreprises. C'est l'échelle de temps qui n'est pas la même. Quand vous avez votre prise de conscience, vous avez envie que ça aille plus vite. C'est toujours comme ça. Quand on a pris conscience de quelque chose, on a envie que le changement arrive tout de suite. Mais dans les entreprises, par exemple les entreprises de la santé, tout ce qui est repas, on est aujourd'hui en chaîne courte. On fait attention à nos empreintes carbone, on fait attention à nos déchets. On construit en BBC, on végétalise nos terrasses. Mais quand vous faites une EHPAD, une maison de retraite en BBC avec une terrasse végétalisée, elle va coûter 10% de plus qu'une EHPAD classique. Vous reportez le coût sur qui? Sur le résident? Vous avez les aides où
toute cette mutation sociétale, elle ne peut pas être instantanée. Alors je suis d'accord avec vous, il faut veiller à ce qu'elle se fasse. Moi, de mon point de vue, en ce moment, elle est en train de se faire. Il faut que dans les métiers également, on forme. C'est-à-dire que quand on a un cuisinier qui arrive, il faut qu'il ait des commandes qui soient plutôt sur des chaînes courtes. Mais ils ont cette disquette-là. Qu'un jeune médecin, quand il utilise des produits, des champs, il sache que de toute façon, c'est du déchet, c'est du volume de déchets, c'est du coton. Vous avez vu ce qui se passe sur les couches bébés. On a vu la même chose sur les laits. On a les mêmes réflexions sur les cotons de drapage pour savoir d'où ils viennent, les produits qui sont utilisés. Donc, en fait, c'est faux, sauf que la mécanique est gigantesque. Voilà. Et puis, on a pris des habitudes, il faut détricoter les habitudes. Un dernier petit mot sur la question aussi. Très rapidement, je comprends, parce que je partage le constat écologique qui est derrière votre question. C'est vrai que pour moi, la façon dont avance l'humanité avec l'emballement des températures au niveau mondial qui sont en train d'arriver, avec 50% de la faune qui a été détruite en 100 ans. Ce matin encore, il y a une étude qui est sortie en disant que 40% des insectes avaient disparu. Enfin, par rapport à l'enjeu global écologique qui est en train de se passer, c'est vrai que la société avance très, très doucement. A contrario, je commence à voir une génération qui est hyper sensibilisée. Là, il y a quand même une pétition qui a recueilli 2 millions de personnes pour mettre l'État en justice parce que ça ne s'accélère pas assez, toute cette prise de conscience écologique. J'ai des amis, par exemple, qui sont un peu plus engagés que moi sur la question, qui ont décidé d'avoir qu'un enfant pour des raisons écologiques. Et ça, c'est quand même un engagement vachement fort. C'est une prise de conscience qui est très très forte sur cette génération. Et pour répondre de manière très courte sur la question, est-ce que l'entreprise va être vecteur de changement d'un point de vue écologique? Je pense très clairement que non. Le changement écologique, il sera politique ou il ne sera pas. Tant qu'il n'y aura pas des contraintes qui seront imposées politiquement aux entreprises pour que la mécanique soit plus ancrée dans leur gène, il n'y aura pas vraiment de changement qui sera à la hauteur de ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Et du point de vue des écoles, et en 2 secondes, les élèves sont très sensibles à ces questions-là. Et nous, concrètement, on les encourage dans ce sens-là. Pour être très concret, en plus de valider les cours ici dans l'école, les étudiants ont des points makers sur leur engagement, qui peut être social ou sociétal. Et je peux vous garantir qu'ils ont une appétence très très forte pour ces questions-là. Donc moi aussi, ça me rend optimiste. Des fois, ça m'énerve que ça n'avance pas plus vite. Mais quand les gens ont pris conscience, c'est déjà une belle étape de fait. Évidemment, quand on lit Jean Jouzel et La Route aux roues, on trouve que ça avance pas assez vite, c'est vrai. Je vous propose de passer à la conclusion. Il est temps maintenant de conclure. Peut-être un mot chacun sur le message clé que vous avez envie d'étayer à travers cette conclusion. Message clé, c'est qu'il faut être en éveil, il faut être agile, il ne faut pas hésiter à innover. Très bien. J'aurais plus ou moins la même conclusion, on est sur un monde qui va changer de plus en plus, que ce soit d'un point de vue technologique, environnemental, d'un point de vue des métiers, d'un point de vue de la façon dont les équipes vont se consolider. Et du coup, voilà, il faut être extrêmement malléable, il faut être curieux, il faut apprendre, il faut avoir envie de découvrir tout ça. Et ça sera la clé du succès. Merci. Timo ? Moi, je pense que si vous pouviez sortir de la salle en ne pensant pas aux emplois qui sont supprimés, mais à ceux que vous pouvez transformer, ça ira et ça permettra d'accompagner le mouvement et de faire un mouvement intergénérationnel parce que ça aussi, ça manque à notre univers. Et pour ma part, j'aurais envie de vous dire ce que je dis à nos élèves. Attention, vous serez confrontés à des problèmes complexes, donc méfiez-vous des solutions simplistes et simples. Ayez une pensée critique. Et pendant longtemps dans l'enseignement, avoir une pensée critique, y compris vis-à-vis de ses profs, c'était pas à l'ordre du jour. Donc nous, on les encourage à être critiques, y compris vis-à-vis de nous-mêmes. Le côté créativité, innovation, l'innovation, c'est un peu l'amphétamine de notre économie. On peut le regretter, mais c'est quand même une réalité. Le côté maîtrise des émotions, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, mais il n'y a pas que la rationalité dans la vie, dans l'appréhension des problèmes. On leur parle aussi beaucoup de capacité de prise de décision, et vous l'avez compris avec l'IA, la maîtrise des connaissances pour passer à l'action, ça change quand même significativement les choses. On a parlé de big data, de plein d'éléments. Comment j'attrape cette réalité complexe? Très orienté service, y compris dans l'industrie. Et puis surtout, j'allais dire une très grande flexibilité cognitive, quoi. C'est pas parce que j'ai fait comme ça jusqu'à présent
C'est pas parce que ça s'est passé comme ça jusqu'à présent qu'il faut continuer à faire comme ça et ne pas hésiter à avoir des ruptures pour innover, pour être plus en phase avec son environnement, les personnes qui nous entourent et articuler un peu intelligemment ses vies. Comme ça a été dit tout à l'heure, la métaphore était belle. Je suis sédentaire et après, du coup, je vais courir sur un tapis. On peut peut-être réfléchir un peu mieux, un peu plus intelligemment autour de ces questions-là pour réaménager à la fois nos espaces et nos temps.